Salut à tous, dans cette vidéo on va voir quel type d'investissement immobilier est fait pour vous. Parce que quand on débute, on est souvent tenté de se poser cette question qui est quel type d'investissement je devrais faire. Mais finalement, c'est pas vraiment la bonne question. La question correcte serait plutôt quel type d'investissement s'adapte à ma vie, lequel correspond aux différents éléments de ma vie, en prenant en compte mes obligations, mais également les sacrifices que je suis prêt à faire. Parce que non, il n'y a pas une stratégie universelle qui fonctionne pour tout le monde. Certains ont du temps, d'autres en ont beaucoup moins, certains ont déjà du capital, d'autres non. Et également, certains sont prêts, cherchent à avoir du rendement, quitte à avoir des investissements immobiliers qui sont peut-être un peu moins stables, d'autres recherchent quelque chose de beaucoup plus stable, quitte à avoir un rendement moins efficace, moins élevé, et joue sur une stratégie à beaucoup plus long terme. Mon objectif ici, c'est de vous aider à trouver la stratégie qui s'adapte à votre vie et non pas l'inverse. Donc pour ça, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 types d'investissements immobiliers en vous présentant leurs avantages mais aussi leurs inconvénients et surtout à qui, à quel profil ils s'adressent. Parce que savoir définir une stratégie en fonction de ses obligations et également des sacrifices que vous êtes prêt à faire, c'est le premier des trois grands piliers de l'investissement immobilier. Le deuxième étant finalement la réalité du marché, parce que si par exemple vous voulez proposer de la colocation dans une ville où il n'y a absolument pas ce besoin, où il n'y a pas cette demande, eh bien, vous allez vite vous planter et ça ne va pas être efficace. Le troisième pilier, ça va être la fiscalité. Alors, parce que la fiscalité, autant ça ne va pas vous rendre riche, ça ne va pas vous faire gagner de l'argent. En revanche, ça peut transformer un bon investissement immobilier, une bonne affaire, en une mauvaise affaire. Allez, à présent, passons dans le vif du sujet. On va voir les 10 types d'investissements immobiliers possibles. Et en premier, le plus connu, la location nue. Alors l'avantage de la location nue, d'une part déjà, c'est l'ameublement. Vous avez un appartement vide, pas besoin de mettre de mobilier dedans. Deuxième avantage, ça va être le faible turnover. En général, vous avez des jeunes travailleurs ou des personnes qui vont vous louer un appartement. Ça va être pour 2, 3 ans, 4 ans même. Ou quelquefois, j'en ai entendu qui ont des locataires qui sont restés 10, 15 ans dans leur appartement. Et en 3, c'est un type d'investissement qui est bien connu des banques, donc elles ne sont pas trop frileuses à vous prêter de l'argent pour ce type d'investissement. Voyons à présent les inconvénients. Alors le premier, ça va être la fiscalité. La fiscalité de la location nue, c'est vraiment pas très intéressant en nom propre. Ça le devient lorsque vous faites ça via une SCI, donc une société civile immobilière. Mais la fiscalité sur ce point-là, ça fera l'objet d'une série de vidéos à part entière, parce que c'est quand même un sujet très complet. Pour rappel, ça fait partie de l'un des trois piliers. En deux, on a la rentabilité qui est quand même moindre qu'avec un logement meublé, par exemple, ou du Airbnb. Et en trois, si vous avez besoin de récupérer votre bien immobilier rapidement, c'est vraiment pas très flexible parce que vous allez pouvoir le récupérer seulement sous certaines conditions. Si vous le récupérez comme logement principal pour vous ou l'un de vos proches, que vous avez besoin de vendre le bien, mais ça se fait seulement si vous envoyez un préavis 6 mois avant la fin du bail. Donc mettons que vous ayez signé un bail de 3 ans, il va falloir le faire au moins 6 mois avant la fin du bail et ça ne prendra effet qu'à partir de la fin du bail du locataire. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance et bien programmer. Alors maintenant, à qui s'adresse ce type d'investissement immobilier? C'est plus pour les investisseurs prudents, ceux qui privilégient la stabilité à la rentabilité. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un mauvais investissement, hein. Vous allez avoir beaucoup moins de turnover qu'avec du LMNP, donc de location meublée ou bien du Airbnb, de la location courte durée. Ça s'adresse à des gens qui veulent faire du patrimoine, donc à des profils patrimoniaux qui vont conserver les biens sur la durée, parce que les biens vont s'apprécier avec le temps. C'est-à-dire que vous avez peut-être acheté un bien à 100 000 euros à l'instant T, et dans 10 ans, il en vaudra 150 000 euros. Donc vous avez quand même moyen de faire une jolie plus-value, un joli profit, en conservant votre patrimoine immobilier, plutôt qu'en recherchant tout de suite le cash flow, l'argent qui rentre directement dans vos caisses, comme on peut le faire avec du Airbnb. En deux, la location meublée, le LMNP, donc pour loueurs meublés non professionnels. Le premier avantage du LMNP, ça va être sa fiscalité. Alors, elle est un peu complexe à mettre en place, mais derrière, une fois que c'est mis en place, vous allez avoir de gros avantages fiscaux. C'est ce qu'on appelle une niche fiscale. Donc, vous allez bénéficier des avantages fiscaux des entreprises, mais en possédant le bien directement en nom propre, en recevant l'argent directement sur votre compte en banque personnel au lieu de le recevoir sur le compte en banque d'une entreprise.
En 2, on a la rentabilité qui est quand même beaucoup plus élevée avec du meublé qu'avec du nu. Et en 3, on a quand même des durées de baux qui sont beaucoup plus courts parce que souvent le LMNP c'est pour des studios ou des colocations. Donc c'est souvent des étudiants qui louent ça sur la période scolaire, donc entre 9 mois et 1 an. Souvent, c'est des gens qui vont être là entre septembre et fin juin. Et derrière, ça vous permet aussi de faire un petit peu d'optimisation. Donc, pour ceux qui le veulent, vous pouvez faire du Airbnb pendant l'été, donc entre juillet et août. Et ça permet quand même d'avoir des beaux compléments de revenus. Mais ça, c'est si vous êtes prêt à investir du temps durant l'été. En ce qui concerne les inconvénients, on a quand même une gestion qui est beaucoup plus chronophage parce que vous allez avoir beaucoup plus de turnover en termes de locataires. Également, il va falloir meubler le bien, et qui dit ameublement à votre charge, dire des frais supplémentaires, du remplacement de mobilier à faire régulièrement. Parce que oui, à chaque fois que vous avez un turnover qui est plus important, le mobilier également s'use plus vite. Et donc, il va falloir le remplacer régulièrement. Alors finalement, à qui ça s'adresse? C'est idéal pour les petites surfaces, un type studio ou bien, par exemple, colocation. Donc là, on va louer de la chambre, on verra ça plus tard. Également, ça va être bien pour les gens qui peuvent investir un peu plus de temps personnel ou bien qui ont quelqu'un qui déléguer la gestion. Et finalement, c'est très bien pour ceux qui veulent maximiser leur rendement en échange d'un investissement en termes de temps qui est plus important. En 3, j'avais déjà rapidement abordé le sujet, c'est la colocation. Donc la colocation, les avantages, déjà, ça va vous permettre de faire l'optimisation de surface. Vous allez pouvoir prendre, par exemple, un T3, le transformer en T4 si vous avez la surface requise pour le faire. Donc créer 3 chambres, les louer et avoir 3 loyers qui tombent. Ce qui nous amène au deuxième avantage, c'est la rentabilité. Donc la rentabilité sur une colocation, elle est quand même beaucoup plus intéressante que si on avait loué le bien en nu. Également, pour faire le lien entre le premier et le deuxième avantage, c'est que vous allez louer à 3 personnes différentes. Donc mettons que vous avez une personne qui s'en va de la colocation, sur une colocation de 3 chambres, eh bien vous avez toujours 2 loyers sur 3 qui tombent plutôt que d'avoir rien du tout. Le troisième et dernier avantage, ça va être la forte demande dans les grandes villes, donc les villes étudiantes. Par contre, il faut quand même faire attention sur cette demande-là, puisque souvent c'est par période. Les étudiants cherchant un logement entre septembre et fin juin, alors à quelques exceptions près en janvier où il y a un peu de turnover, mais sinon si vous essayez de louer un bien en plein mars ou mois d'avril, ça va être beaucoup plus compliqué pour trouver un locataire. En ce qui concerne les inconvénients, le premier et non des moindres, ça va être la gestion du bien, parce que qui dit plus de locataires dit plus de turnover, plus de gestion à faire, plus d'entrées et de sorties. Ça veut dire plus de mobilier à fournir, ainsi qu'à remplacer avec le temps. Alors, à qui est-ce que ça s'adresse? Déjà, d'une part, ça s'adresse aux personnes qui ont du temps à investir ou qui sont toujours prêts à avoir quelqu'un pour déléguer la gestion. Ceux qui veulent vraiment optimiser l'entrée d'argent en échange de cet investissement en temps qui est supplémentaire. Et également, surtout, aux personnes qui investissent dans un lieu idéal pour ça, donc surtout les villes étudiantes. En 4, on va avoir la location courte durée, donc tout ce qui est Airbnb, Booking. Pour ce qui est des avantages, on va avoir des rendements qui sont quand même nettement plus élevés que la location nue ou même la location meublée, donc le LMNP. En 2, on va avoir quand même un gros avantage en termes de flexibilité, puisque par exemple, si vous avez une résidence secondaire que vous voulez faire un peu d'argent avec, vous allez pouvoir la mettre en location courte durée sur ces applications-là, donc Airbnb, Booking, et lorsque vous voulez y aller pour passer vos vacances, eh ben, vous allez pouvoir bloquer directement les dates qui vous intéressent. Alors que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire avec un bien que vous mettez en location nue ou meublé. Troisième avantage, ça va être les paiements immédiats et sécurisés en passant par des plateformes telles que Airbnb ou Booking qui se chargent de toute cette partie-là. En ce qui concerne les inconvénients, déjà vous allez avoir une gestion du bien qui va être beaucoup plus importante avec tous les turnovers, également une gestion du mobilier, un remplacement du mobilier qui va être beaucoup plus important puisque le turnover fait que le mobilier s'abîme beaucoup plus vite. Deuxième point négatif, c'est que vous allez être soumis un peu à la saisonnalité. Donc, par exemple, si vous louez en fait, de la location courte durée dans une ville telle que Paris, en plein centre, vous n'allez pas être totalement impacté. Si vous le faites dans des zones où la saison impacte réellement, là, ça va être un peu plus problématique. Le troisième et dernier point, c'est la réglementation, puisque beaucoup de gens quand même
allègrement abuser du Airbnb dans certaines villes, par exemple Marseille ou Barcelone, eh bien aujourd'hui les villes font beaucoup plus attention à cette pratique et donc vous avez une réglementation qui est beaucoup plus forte. Vous pouvez également avoir dans certaines villes des villes qui imposent un impôt sur la location des Airbnb. Donc c'est souvent un impôt qui est à charge de la personne qui va louer le bien, mais ça fait quelque chose à prendre en compte en plus. Donc à présent, à qui s'adresse ce type d'investissement? Déjà, dans un premier temps, à des personnes qui sont quand même très bien organisées. En deux, à des personnes qui sont vraiment disponibles pour gérer ce type de bien, donc avec toutes les entrées, sorties qu'il y a, les remplacements de mobilier, ou bien qui ont quelqu'un à qui déléguer. Et en trois, ça s'adresse à des investisseurs qui sont quand même beaucoup plus orientés à cash flow, donc vraiment avoir de l'argent qui rentre rapidement et sur du court terme. En 5, nous avons l'immeuble de rapport. Alors, pour les trois avantages de l'immeuble de rapport, le premier, ça va être le prix au mètre carré quand même, qui va être beaucoup plus faible et beaucoup plus intéressant que si vous avez acheté un lot tout seul, donc un appartement tout seul. Là, en achetant 3, 4, 5 appartements en même temps, donc l'ensemble de la copropriété, vous allez avoir un prix au mètre carré qui est beaucoup plus intéressant. Le deuxième point, et non des moindres, c'est que là, vous allez avoir un contrôle total sur le bâtiment. Vous n'aurez pas à dialoguer avec d'autres copropriétaires, à vous mettre d'accord, à gérer des budgets communs en prenant en compte les différentes problématiques des uns et des autres. Là, vous gérez les travaux comme vous l'entendez. Ce qui m'amène au troisième et dernier point, la mutualisation des budgets. Parce que finalement, ça va être le même budget que ce soit pour gérer tout ce qui est problème de toiture, avalon de façade, rénovation des parties communes ou réparation, et les différents lots que vous avez dans l'immeuble. Vous n'aurez pas de prise de tête à ce niveau-là. Ce sera exactement le même budget. En ce qui concerne les inconvénients, le premier, ça va être la concentration du risque. Mettons que vous ayez un problème sur l'ensemble de la copropriété, ça va être l'ensemble de vos lots, donc l'ensemble de vos investissements qui vont être directement impactés. En deux, on va avoir quand même une gestion plus importante qui dit plusieurs lots à gérer en même temps, plusieurs appartements à gérer en même temps. Ça veut dire plus d'implication en termes de temps. Le troisième inconvénient, même si on va avoir un prix au mètre carré qui est moins élevé en achetant au lot, ben on va quand même avoir un budget initial qui est plus élevé que si on achetait un appartement tout seul. Alors maintenant, à qui s'adresse ce genre de projet? Eh bien, c'est plus pour les investisseurs un peu avancés, puisque c'est quand même pas forcément ce qui est le plus recommandé pour les investisseurs débutants. Il vaut mieux peut-être se faire la main sur un appartement, un rafraîchissement, une rénovation, avant d'attaquer directement un immeuble entier à rénover de A à Z. En 6, on a la SCPI, donc pour Société Civile de Placement Immobilier. Donc les avantages, c'est qu'on va être à un ticket d'entrée qui est quand même moins élevé. On va pouvoir entrer avec des sommes beaucoup moins élevées. En 2, on va avoir des revenus très réguliers, puisque c'est géré directement par une société. Et en 3, on va être sur du 100% passif, on n'aura absolument rien à faire. Ça se rapproche un peu de la même gestion que les actions en bourse. En ce qui concerne les inconvénients, on est quand même sur quelque chose, on est toujours dans l'immobilier, donc c'est toujours assez illiquide. Hein, ça ne se vend pas en 2 minutes, c'est pas comme une action. En deux, on a des frais qui sont assez élevés, que ce soit à l'entrée ou à la gestion, puisqu'il y a des intermédiaires, donc forcément ils prennent leur commission au passage. Et en 3, puisqu'on a toujours des intermédiaires, eh ben, on va avoir un rendement qui est nettement inférieur à un appartement qu'on aurait acheté, rénové et géré nous-mêmes. Alors la SCPI, ça s'adresse plutôt à des investisseurs vraiment très prudents, ceux qui veulent avoir absolument zéro gestion en termes de patrimoine, et également ceux qui sont vraiment orientés à investissement patrimonial, donc vraiment très très long terme. En 7, on a l'immobilier tokenisé qui se rapproche énormément de ce que fait la SCPI, mais avec de gros avantages. Donc le premier avantage, puisque c'est similaire à la SCPI, on a quelque chose qui est 100% en gestion passive. Deuxième avantage, et non des moindres, c'est qu'on va pouvoir se placer sur des investissements immobiliers vraiment avec un ticket d'entrée qui est très faible. Donc c'est vraiment un tout petit capital dont on va avoir besoin pour se placer sur ces investissements-là. Le troisième avantage, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de frais qu'une SCPI classique. Le quatrième avantage, c'est de pouvoir investir à l'international en 100% numérique, donc de se débancariser. On va pouvoir utiliser toute la partie crypto-monnaie, donc tout ce qui est système de blockchain, pour investir en immobilier. Donc on va acheter ce qui s'appelle des tokens, donc des jetons,
pour acheter des parts dans des investissements immobiliers. Donc Realty par exemple permet de faire ça à l'international, donc ils en font aux États-Unis. Là par exemple ils ont ouvert ça également au Panama. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire, c'est pas les seuls qui le font. Donc c'est vraiment une bonne alternative au SCPI. En ce qui concerne les inconvénients, ça reste quand même quelque chose d'assez récent, donc assez peu régulé. Également, on a un faible recul historique sur les performances, donc à voir comment ça va performer dans le temps. Et le troisième inconvénient, c'est qu'on n'a pas de possibilité de levier bancaire. Même si pour revenir sur le cas de Realty, ils vont vous proposer de faire ce qui s'appelle de mettre en collatéral vos tokens. Donc mettons que vous avez déjà acheté des tokens sur certains investissements, vous voulez investir ailleurs sur d'autres investissements proposés par Realty. Les tokens que vous avez déjà payés, vous allez pouvoir les mettre en gage, donc les mettre en collatéral pour pouvoir acheter de nouveaux tokens. Mais pour être beaucoup plus clair sur le point de Realty, je pense que je ferai une vidéo entièrement dédiée à leur système, une vidéo de présentation, pour voir comment ça fonctionne de A à Z. Alors, ce type d'investissement immobilier s'adresse à ceux qui ont envie d'investir sans effort, sans avoir beaucoup de gestion à faire, mais également à des investisseurs qui sont curieux, puisque là, on sort quand même des sentiers battus par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en investissement immobilier. Là, il s'agit d'investir sur le web, c'est quand même un peu différent. En 8, tout ce qui est résidence de service, donc tout ce qui est logement étudiant ou pour les seniors. Le premier avantage, c'est que la gestion va être prise en charge par un exploitant. Et le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir investir sous statut LMNP et donc mettre en place des amortissements. En ce qui concerne les inconvénients, le premier, c'est qu'on va avoir une rentabilité qui est souvent surestimée. En 2, on va souvent être dépendant du gestionnaire. Et en 3, puisqu'on est quand même sur un marché immobilier secondaire, les prix de revente sont quand même beaucoup moins élevés. Ce type d'investissement, il va plutôt s'adresser aux investisseurs qui veulent faire quelque chose de très passif et bénéficier du statut LMNP sans avoir beaucoup de gestion à faire. En 9, on a l'activité de marchand de biens. Donc le premier avantage de l'activité de marchand de biens, c'est qu'on va pouvoir faire des plus-values, donc des marges beaucoup plus importantes qu'avec la location classique. Deuxième avantage, c'est qu'on va être sur des opérations à plus court terme. Donc on va être sur des opérations à quelques mois, un an. Le troisième avantage, c'est qu'on va pouvoir faire du bénéfice sans faire de location, donc sans s'embêter avec toute la partie gestion des locataires. En ce qui concerne les inconvénients, le premier, c'est que ça nécessite quand même un savoir-faire, un savoir technique. Donc c'est vraiment pas à la portée du premier venu, il faut quand même avoir une certaine expertise en termes de rénovation, puisque c'est ça le but aussi de l'achat-revente, c'est que vous allez acheter des biens vraiment dans un piteux état, les rénover au goût du jour et les revendre pour faire une plus-value dessus. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on est vraiment sur un statut professionnel. Alors jusqu'à la loi de finances 2025, on pouvait jouer un petit peu avec les règles, faire une opération d'achat-revente, donc déclarer le bien comme étant notre résidence principale, le revendre 2 ans après et jouer un petit peu comme ça sans se faire requalifier en professionnel, donc vraiment un marchand de biens pro. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il vous faut que ce bien-là soit votre résidence principale, donc pendant au moins 5 années consécutives avant de pouvoir le revendre sans être reclassé en tant que marchand de biens. Sauf exception, perte d'emploi, ce genre de choses, donc vraiment des cas exceptionnels. Et qui dit statut professionnel dit fiscalité qui va avec, donc une fiscalité beaucoup plus complexe à mettre en place et à gérer. Donc l'activité de marchand de biens, à qui ça s'adresse? Donc on va être plutôt sur des profils d'investisseurs déjà expérimentés, qui ne sont pas à leur premier investissement immobilier, qui sont des gens plutôt entreprenants, qui n'ont pas peur de travailler beaucoup, et qui n'ont pas forcément envie ou qui veulent se diversifier de l'investissement locatif. Et en 10, on a les locaux commerciaux. Donc le premier avantage des locaux commerciaux, c'est qu'on va avoir des loyers qui sont quand même plus importantes que la location classique, donc tout ce qui est nu ou LMNP. Le deuxième, c'est qu'on va avoir des contraintes qui sont moindres en termes d'obligations par rapport à ce qu'on a dans l'habitat. Le troisième point, c'est qu'on va avoir certaines charges qui ne sont plus à la charge du bailleur, mais maintenant à la charge du locataire. Donc ça va délester le bailleur de pas mal de choses en termes de réparation et d'entretien.
Et en 4, on va avoir des durées de baux, des durées de contrats de location qui sont quand même beaucoup plus longs. Pour ce qui est des inconvénients, le premier, ça va être l'emplacement. Tout comme pour les investissements locatifs à destination d'habitat, eh bien pour les commerces, c'est pareil, ils ont besoin d'avoir un bon emplacement. Le deuxième point négatif, le deuxième inconvénient, ça va être le financement par les banques. C'est un peu plus compliqué de se faire financer des locaux commerciaux par les banques, lié au troisième inconvénient qui va être tout ce qui est conjoncture économique. Donc les entreprises commerciales qui vont louer ce type d'emplacement eh bien, peuvent fermer assez rapidement et ça peut être beaucoup plus compliqué de retrouver un nouveau locataire. C'est pas anodin de voir des locaux commerciaux fermés pendant 6 mois, un an, et donc sans avoir aucun loyer qui rentre pour rembourser notre crédit. Donc les locaux commerciaux, ça s'adresse plutôt à des investisseurs qui vont chercher une rentabilité commerciale un peu plus élevée, ceux qui cherchent à se diversifier de l'immobilier locatif à destination d'habitat, et également à des profils quand même un peu plus expérimentés que l'investissement classique, donc en nu ou en meublé. Bien, à présent qu'on a vu les 10 types d'investissements immobiliers possibles, ce qu'on peut en retenir, c'est que dans l'absolu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie d'investissement. Ce qui compte, c'est que vous puissiez trouver une stratégie d'investissement qui convient à votre temps, aux différents éléments de votre vie, à vos objectifs et à vos moyens. Donc prenez vraiment le temps de réfléchir à tout ça, à votre stratégie. Ne copiez pas bêtement ce que vous voyez sur Internet, parce que votre réussite, elle dépendra surtout de la cohérence entre les différents éléments de votre vie et votre stratégie.